Elle I était can't believe invisible. this. You did this on Pour purpose. son ex-mari, Oh, come on, it's Eleanor not that n'était qu'un bad. I have fantôme no en idea. This is cardigan beige. ridiculous. Un vestige d'une vie qu'il avait depuis longtemps améliorée. Il se tenait dans le salon luxueux et stérile de l'aéroport privé et riait d'elle. Il se moquait de son échec, de son existence silencieuse. Il avait la nouvelle femme, la nouvelle entreprise, la nouvelle vie. Eleanor avait une tasse de café gratuit, mais dans 10 minutes, le rugissement d'un moteur à 70 millions de dollars allait tout changer. Le rire allait lui rester en travers de la gorge et il allait enfin découvrir qui elle était vraiment. Le salon du Tatborough Executive FBO bourdonnait d'une énergie discrète et coûteuse. C'était un son auquel Eleanor ne s'était jamais habituée. Le bruit de vie menait à une autre altitude. L'odeur de café torréfié puissant et d'acajou poli flottait dans l'air. Un contraste saisissant avec le petit studio qu'elle avait appelé maison ces 18 derniers mois. Elle était assise dans un fauteuil en cuir moelleux, le dos raide, et suivait nerveusement du doigt le bord d'une tasse en porcelaine. Son cardigan beige semblait un sac de jute dans une pièce remplie de cachemire et de costumes sur mesure. Aujourd'hui était le jour, l'aboutissement de 674 jours de travail acharné, silencieux, écrasant pour l'âme, le jour où sa nouvelle vie allait soit commencer, soit s'effondrer complètement. Elle était nerveuse, si nerveuse que le petit pain aux amandes gratuit posé sur sa soucoupe restait intact. Son estomac était un nœud d'angoisse et d'une étincelle qu'elle ne s'était plus autorisée à ressentir depuis longtemps, l'espoir. Elle attendait un vol. Pas un vol commercial, pas même une place en première classe. Elle attendait un jet, du moins c'est ce que disait l'email. L'idée était si absurde qu'elle vérifiait sans cesse la confirmation imprimée rangée dans son sac en tissu tout simple, s'attendant presque à ce qu'un agent de sécurité lui tape sur l'épaule et l'envoie au terminal principal, là où, selon elle, elle appartenait. Son divorce d'avec Richard Davenport avait été un modèle d'humiliation publique. Il ne l'avait pas simplement quittée, il l'avait systématiquement effacée. Ils avaient été les chouchous de la fac, le couple classique, lui, l'étudiant en gestion charismatique, elle, l'informaticienne brillante et introvertie. Ensemble, ils avaient fondé Helio AI, une entreprise entièrement bâtie sur son algorithme révolutionnaire d'apprentissage automatique. Eleanor était l'architecte, l'ingénieur, l'âme de l'entreprise. Richard en était le visage. Il charmait les investisseurs, donnait des TED Talks sur leur travail et faisait la une des magazines économiques. Puis était arrivée Chloé. Chloé, 10 ans de moins, influenceuse sur les réseaux sociaux dont la seule contribution à la société consistait à poster des photos d'objets coûteux. Richard, en pleine crise de la quarantaine spectaculaire, avait décidé que Chloé était l'amélioration qu'il méritait. Le divorce avait été brutal. L'équipe d'avocats de Richard, financée par l'entreprise qu'elle avait contribué à créer, l'avait dépeinte comme une épouse aigrie, antipathique et remplaçable. Ils avaient argué que son algorithme, certes ingénieux, n'était qu'une pièce du puzzle. La vraie valeur, disait-il, résidait dans la vision et le branding de Richard. À la fin, il avait gardé l'entreprise, la maison des Hantons, la collection d'art et le réseau. Eleanor avait obtenu une modeste indemnité et un seul brevet insignifiant qu'elle avait déposé des années plus tôt à son nom, une branche expérimentale de son algorithme principal que les avocats de Richard avaient qualifié d'« académiquement intéressante mais économiquement sans valeur ». On l'avait laissé lui par pitié, une miette tombée de la table. Elle avait épuisé le reste de son indemnité pour survivre et avait investi le tout dans un serveur loué et d'innombrables nuits de programmation. Ce brevet, sans valeur, s'était révélé tout sauf sans valeur. C'était la clé. Tandis que Richard dirigeait Helio AI vers des projets à pas accent grave-l'œil mais sans direction, Eleanor, dans son petit appartement, avait transformé ce seul brevet en quelque chose de révolutionnaire. Elle avait créé une nouvelle entreprise sur les cendres. Phoenix Systems, un nom qu'elle avait choisi une nuit de désespoir et de café noir. Depuis 6 mois, elle menait des négociations ultra secrètes avec Astronomic, le conglomérat technologique mondial dirigé par l'insaisissable et légendaire Julian Thorne. Ils n'étaient pas seulement intéressés, ils étaient stupéfaits. Sa nouvelle plateforme pouvait résoudre un problème logistique mondial qui tourmentait le secteur depuis 10 ans. Le deal était écrasant. Une acquisition qui changerait sa vie et la propulserait parmi les figures les plus influentes de la tech. Aujourd'hui, Astronomic devait l'emmener à leur siège à Genève pour signer les documents finaux. Le papillonnement dans son estomac était réel. C'était le moment. Elle consulta sa montre Timex toute simple, un cadeau pratique de son défunt père, et but une petite gorgée d'eau tiède. Elle devait juste attendre.
Elle devait juste monter dans cet avion. Elle ferma les yeux un instant, tenta de se ressaisir, tenta de faire taire les fantômes de la voix de Richard dans sa tête. La voix qui lui murmurait encore qu'elle n'était rien sans lui. Et exactement à cet instant, elle l'entendit. Eh bien, regardez qui la chatte a ramené. Eleanor ouvrit brusquement les yeux. Son sang se glaça. À moins de 3 mètres se tenait Richard Davenport, flanqué de bagages Rimowa rutilants. Il était exactement comme dans ses souvenirs. Insultant de beauté dans un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus que sa caution d'appartement, irradiant cette suffisance imméritée. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son sourire un rictus prédateur éclatant, et à son bras pendait Chloé, qui ressemblait à un flamant rose de mode. Vêtu d'un survêtement rose Balenciaga, lèvres gonflées jusqu'au ridicule, ses grands yeux vides balayaient la pièce avec une expression d'ennui profond. Eleanor ressentit instinctivement l'envie de se recroqueviller, de disparaître dans le cuir moelleux du fauteuil. Une vague brûlante de honte lui monta au cou. Ici, maintenant, entre tous les moments. Richard s'approcha d'un pas nonchalant, Chloé trottinant derrière lui comme un accessoire de luxe. Il s'arrêta juste devant son fauteuil, l'obligeant à lever les yeux vers lui. Elle, dit-il en traînant sur le mot, sa voix dégoulinante d'amusement condescendant. Je dois dire que je suis surpris. Ceci est le salon réservé aux invités. Tu t'es perdu en allant au self-service? Chloé émit un gloussement aigu. Ricky, ne sois pas méchant. Peut-être qu'elle fait le ménage ici maintenant. C'est un travail honnête. Eleanor serra les poings sur ses genoux. Elle refusa de leur donner la satisfaction d'une réaction. Elle le fixa simplement, visage neutre, même si son cœur cognait comme une bête captive dans sa poitrine. Richard ricana avec mépris, secoua la tête comme si elle était un cas désespéré. Toujours la petite souris silencieuse, hein? Regarde-toi, Elena, les mêmes vêtements ternes. La vie ne t'a pas gâté depuis que je suis parti. Il se pencha, baissa la voix en un murmure conspirateur assez fort pour que les gens autour entendent. Tu vis toujours dans ce triste petit appartement du New Jersey. J'ai vu les photos. Très cosy. Il la provoquait. Il avait toujours été un tyran, quelqu'un qui ne se sentait grand qu'en rabaissant les autres. Et elle avait toujours été sa victime préférée. Nous, dit-il en désignant théâtralement Chloé et lui-même, nous partons pour Aspen. Un petit merci de nos investisseurs. Elio vient de boucler une énorme nouvelle levée de fonds. On est sur le point de décoller. Tu as dû en entendre parler. Eleanor n'en avait rien entendu. Les seules nouvelles qu'elle suivait concernaient la chute libre du cours de l'action Elio. Les registres publics montraient que l'entreprise perdait de l'argent, que la confiance qu'elle avait bâtie brûlait, qu'il n'y avait plus d'innovation. Richard était un vendeur, pas un bâtisseur, et il avait vendu du vent. Elle savait par ses contacts qu'il cherchait désespérément des capitaux, pas qu'il célébrait. Il mentait, comme toujours. Et toi, insista-t-il, savourant son spectacle. Qu'est-ce qui t'amène à Teterboro? Tu rencontres un nouveau mec? Tu as enfin réussi à en faire un. Laisse-moi deviner, directeur régional des ventes? Dentiste? Il éclata de rire, bruyant, gras, attirant l'attention. Une femme en tailleur Chanel à côté leva les yeux, agacée. Sérieusement, Elena, reprit-il avec une fausse compassion qui lui donna la chair de poule, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire dans cet endroit. Tu attends un Uber? Mauvais bâtiment, chérie. Lui et Chloé rirent ensemble. C'était ce rire qui hantait ses cauchemars, le rire de leur trahison commune. Eleanor baissa les yeux sur ses mains, sur le vernis écaillé de son index droit après une nuit de codage. Elle inspira profondément. Elle était allée trop loin pour se laisser briser par lui. Pas ici. Pas aujourd'hui. Elle releva les yeux, croisa son regard calmement. Quand elle parla, sa voix était basse mais claire comme une cloche. J'attends un vol, Richard. Les sourcils de Richard se haussèrent. Un vol avec quoi? Un avion à hélice pour Poughkeepsie? Tu ne peux même pas te payer un billet en première chez United, alors un jet privé. Ricky, gémit Chloé en tirant sur son bras. Arrête de lui parler. Tu vas attraper ces microbes de perdante sur ton costume. Allons chercher du champagne. Tout de suite, bébé, répondit Richard en lui tapotant la main, tout en gardant les yeux rivés sur Eleanor.
Il ne pouvait pas partir, pas avant d'avoir résolu cette énigme, pas avant d'avoir rétabli sa supériorité. Une latitude, dit-il à Helena, comme si elle devait être impressionnée. Le top de sa catégorie. Je suis sûr que ton vol, il fit des guillemets avec les doigts, sera très confortable. Il a des hélices? Il y a un sachet de cacahuètes avec. Il rit de nouveau. C'était ce rire qu'elle détestait, celui qu'il utilisait dans le bureau des avocats, celui qu'il utilisait dans leur chambre quand il lui disait qu'elle était faible. Il était fort, calculé, conçu pour attirer l'attention et la transformer en spectacle embarrassant. Et ça marchait. Les autres clients du salon, qui les avaient jusque-là poliment ignorés, regardaient maintenant. Ils voyaient un homme en costume hors de prix et une jeune femme en Balenciaga se moquer d'une femme simple en cardigan beige. L'histoire s'écrivait d'elle-même, elle était la pauvre parente, l'ex-femme, le cas social. « Regarde là, Chloé », dit Richard assez fort pour que tout le monde entende. Elle rougit, elle a honte. « Ça va, Helena, on connaît tous ça », ajouta-t-il en désignant le salon. « Enfin, pas ici, mais tu vois ce que je veux dire. Quand ça descend. Peut-être que je pourrais t'aider. Je pourrais te proposer un job. » Elio grandit. On pourrait sûrement avoir besoin d'une petite programmeuse junior, ou de quelqu'un pour faire le café. Tu as toujours été doué pour ça. La pièce devint silencieuse, hormis le ricanement moqueur de Richard. Eleanor sentit les regards comme des coups sur sa peau. Un homme en costume rayé secoua la tête avec pitié avant de replonger dans son Wall Street Journal. Elle brûlait, mais pas de honte. C'était une colère si claire et si froide qu'elle aiguisait ses sens. Elle entendait le bourdonnement discret de la ventilation, le cliquetis doux du téléphone de Chloé qui filmait, et au loin le grondement étouffé d'un jet qui roulait sur le tarmac. Elle se leva à nouveau. Elle mesurait 1,65 mètres et Richard la dominait. Mais en se redressant, elle reprenait un morceau de sa dignité. Elle prit son sac en tissu tout simple, ses articulations blanches de tension. « Tu devrais partir, Richard. Ton champagne t'attend. » Oh, comme elle est combative maintenant, ricana-t-il. Où était cette colonne vertébrale quand on était mariés? Ah oui, je me souviens. Tu n'en avais pas. Tu étais juste le singe codeur dans la cave. C'est moi qui ai construit cette entreprise, Helena. Moi. Et toi? Tu n'es qu'une note de bas de page. Une note de bas de page, répéta Helena. Le mot avait un goût de cendre. Exactement. Et maintenant, si tu veux bien nous excuser. Dit-il en reprenant le bras de Chloé, on doit se préparer pour notre vol. Notre bijou, une citation latitude, toute neuve. Il commença à emmener Chloé, mais s'arrêta et lança un dernier regard par-dessus son épaule. Le coup final. C'est vraiment dommage. Tu avais tellement de potentiel, mais tu avais besoin de moi pour que ça compte. Et maintenant regarde-toi. Il désigna le salon luxueux d'un geste. Une souris qui essaie de jouer avec les lions. Triste, vraiment triste. Il se détourna et partit. Son rire résonna jusqu'à elle. Eleanor se rassit. Ses jambes tremblaient. La cruauté lui était si familière, si précise, il savait exactement où frapper. Pendant un moment terrible, elle le crut. Elle se sentit petite, sans valeur, exactement la note de bas de page qu'il avait décrite. La morsure des mots de Richard la ramena en arrière, dans le laboratoire informatique humide et éclairé au néon de Stanford, où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle était doctorante, plongée dans un travail complexe sur les réseaux neuronaux. Lui était étudiant en gestion, avec son charme et son sourire éclatant qui avait conquis toute l'université. Il était venu vers elle, non avec la maladresse incertaine de ses camarades ingénieurs, mais avec un intérêt sûr de lui et soigné. « J'ai entendu dire que c'est toi qui fais vraiment tourner tout ça », avait-il dit en désignant le code qui remplissait son écran. Il n'avait pas tort. Eleanor vivait dans un monde de pure logique, où le code était de la poésie et les algorithmes une langue qu'elle parlait plus couramment que l'anglais. Richard, elle l'apprit, vivait dans un monde de présentation, de networking et de récits. Il ne comprenait pas vraiment son travail, mais il en saisit immédiatement la valeur. « On forme une équipe, elle, disait-il à l'époque, quand son regard était encore honnête. Toi le moteur, moi le volant. Ensemble, on ira loin. » Et ils y allèrent. Elle abandonna son doctorat pour cofonder Helio AI.
Ses parents s'étaient inquiétés, mais Richard avait été si convaincant. Il s'était marié civilement, très simplement. Les 2 premières années furent un tourbillon de nuits blanches, de pizzas bon marché et d'euphorie créatrice. Eleanor programmait, Richard présentait. Son algorithme, capable de prédire le comportement des consommateurs avec une précision effrayante, fut leur mine d'or. Ils obtinrent des financements, puis d'autres. Le changement chez Richard fut progressif, puis soudain. Le volant commença à croire qu'il était toute la voiture. Il se mit à parler de « notre travail », puis de « mon travail ». C'était lui sur scène, lui dans les interviews. Eleanor, qui détestait les projecteurs, était contente de rester en coulisses, de construire, de résoudre. Elle était directrice technique, mais lors des réunions du conseil, Richard l'interrompait souvent. Elena se perd dans les détails, disait-il en riant. Laissez-moi vous expliquer ça de 30 000 pieds d'altitude. Il la convainquit d'investir la plus grande partie de leur fortune commune en actions Helio, tout sous une holding complexe qu'il contrôlait. C'est plus avantageux fiscalement, l'avait-il rassuré. Elle, qui pouvait calculer des modèles quantiques, était dépassée par le jargon juridique et lui faisait confiance. Ce fut une erreur dévastatrice. Le brevet qu'elle avait conservé fut un coup de chance. Il concernait un projet annexe, une idée d'utiliser son IA pour prédire les flux logistiques plutôt que le comportement humain. Elle l'avait déposé un week-end toute seule et payé les frais avec sa carte personnelle. Elle en avait parlé à Richard, qui l'avait balayé d'un revers de main. Logistique, ennuyeux. Reste sur ce qui rapporte, elle. Reste sur ce qu'on connaît. Puis vinrent les premiers signes d'infidélité. Les nuits tardives qu'il n'expliquait pas, l'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien, l'obsession soudaine pour son apparence. Quand elle l'avait enfin confronté, après avoir trouvé une facture d'hôtel dans la poche de son costume, il n'avait même pas eu la décence de montrer de la honte. C'est arrivé, Elena, avait-il dit comme s'il parlait de la météo. Chloé comprend la pression que je subis. Elle soutient ma vision. Et moi non? Avait murmuré Eleanor tandis que le sol se dérobait sous ses pieds. Tu as écrit le code, avait-il rétorqué sèchement, la façade du mari charmant tombant. Dessous apparaissait l'homme froid et impitoyable. Le code, c'est remplaçable. Moi, non. Tu me retiens, Elena. Tu es un poids. Le divorce fut son dernier chef-d'œuvre cruel. Ses avocats, les meilleurs que l'argent puisse acheter, démontèrent systématiquement ses contributions. Ils présentèrent des emails où Richard prétendait avoir dirigé sa recherche. En réalité, il avait simplement fait suivre des articles. Ils soulignèrent son absence publique comme preuve de son peu d'importance. Ils la dépeignirent comme une employée frustrée, pas comme cofondatrice. Quand vint le brevet, sans valeur, l'avocat de Richard avait littéralement ri pendant l'audience. Madame et peut garder son petit projet académique. Nous gardons l'entreprise multimilliardaire. Brisée, vidée financièrement par ses propres avocats, Eleanor n'avait plus la force de lutter. Elle signa les papiers. Elle quitta le tribunal, prit un taxi jusqu'à un minuscule sous-loué et pleura pas doucement, mais à gros sanglots. Elle hurla dans un oreiller jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, pleurant la perte de son mari, de son entreprise et de son œuvre. Une semaine plus tard, elle ouvrit son ordinateur et vit le fichier du brevet. Ennuyeux, avait-il dit. Elle l'ouvrit. Ses yeux glissèrent sur les preuves mathématiques complexes qu'elle avait écrites. Une colère lente et froide commença à remplacer la douleur. Il s'était trompé. Ce n'était pas ennuyeux. C'était brillant. Et Richard, dans son arrogance infinie, lui avait laissé la seule chose capable de le détruire. Il avait pris le moteur, oui. Mais elle avait gardé le plan du réacteur. Une voix nouvelle, nette et professionnelle, brisa ses souvenirs. Madame est... Eleanor cligna des yeux. Les souvenirs douloureux s'effacèrent. L'employée du salon, une jeune femme au sourire amical, se tenait devant elle. Désolé de vous déranger, madame, mais j'ai une mise à jour concernant votre vol. Eleanor sentit le sol se dérober. Un retard. Une annulation. Ils avaient changé d'avis. Richard, qui se tenait près de la machine à espresso et observait la scène, se retourna, un sourire narquois aux lèvres. Il attendait l'humiliation finale, le moment où on dirait à la souris de quitter le salon. Oui, parvint-elle à articuler, la voix à peine audible. Votre avion vient d'atterrir,
dit l'employé en consultant sa tablette. Il roule en ce moment sur le tarmac. L'équipage sera prêt à vous accueillir à bord dans environ 15 minutes. Puis-je vous apporter un café frais en attendant? Eleanor la fixa. Il est là. Oui, madame, pile dans les temps. L'employé sourit et s'éloigna. Eleanor balaya le salon du regard. Le sourire de Richard avait disparu. Il paraissait confus. Elle voyait presque les rouages tourner dans sa tête. Elle n'est pas virée. Son vol est réel. Il échangea un regard perplexe avec Chloé, qui haussa les épaules et prit un selfie. Eleanor se tourna vers l'immense bail vitré donnant sur le tarmac. Et son cœur ne s'arrêta pas, il redémarra. Avant même que les mots de l'employé ne l'atteignent pleinement, Richard bougea. L'idée qu'Eleanor puisse posséder quelque chose qu'il ignorait, qu'il n'avait ni approuvé ni contrôlé, était une gifle à toute son image de lui-même. Il laissa Chloé à la machine à café et marcha droit vers le fauteuil d'Eleanor. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression tendue et méfiante. « Qu'est-ce que c'est que ça, Elena? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vidé ton épargne retraite pour un aller simple en charter? Tu t'enfuis ?» Eleanor se détourna de la vitre. Le nœud d'angoisse dans son estomac se dissipa, remplacé par une sensation froide et claire d'inéluctabilité. La partie finale avait commencé. « Je te l'ai dit, Richard. J'attends un vol. » « Oui, mais quel vol? Tu n'as pas cet argent. Je sais ce que tu as. Je sais ce que je t'ai laissé. Ça ne suffit même pas pour une carte Costco, alors un jet privé. » « Richard? » dit Eleanor doucement mais fermement. « Ça ne te concerne pas. Tout ce que tu fais me concerne, » cracha-t-il, la voix montant. « Tu utilises encore mon nom. » « Oh, attends. Tu as repris. Malin. Ce serait dommage de salir la marque Davenport. »« Ricky » appela Chloé en claquant des talons vers eux. « Qu'est-ce qui prend tant de temps? Nos pilotes sont là. Ils attendent. » Elle lui tendit son téléphone, où un message était visible, la citation est prête au décollage. Richard jeta un œil à sa montre, puis revint à Elena. Il ne pouvait pas partir, pas avant d'avoir résolu cette énigme, pas avant d'avoir rétabli sa domination. Une latitude, dit-il à Elena comme si elle devait être impressionnée. Le top de sa catégorie. Je suis sûr que ton vol. Il refit les guillemets avec les doigts, sera très confortable. Il a des hélices? Il y a un sachet de cacahuètes avec. Il rit encore. C'était ce rire qu'elle haïssait, celui qu'il utilisait dans le bureau des avocats, celui qu'il utilisait dans leur chambre quand il lui disait qu'elle était faible. Il était fort, calculé, conçu pour attirer l'attention et faire d'elle le centre d'une scène embarrassante. Et ça marchait. Les autres clients du salon regardaient maintenant ouvertement. Richard s'approcha encore. Une latitude, répéta-t-il. 25 millions de dollars. Mais je suis sûr que ton nouveau guillemet vol sera charmant. Il se pencha, baissa la voix. Dis-moi la vérité, Elena. Tu attends quoi? Un avion-taxi? Un pilote qui te doit un service? Parce que je sais ce que tu as sur ton compte. Je sais exactement ce que je t'ai laissé. Eleanor le fixa sans ciller. Tu devrais vraiment vérifier tes sources, Richard. Il ricana. Mes sources sont solides. Tu es fini. Tu es une note de bas de page. Et tu le resteras. À cet instant précis, le rugissement des moteurs Rolls-Royce de la G650E remplit le tarmac. Le sol vibra légèrement. Les verres sur les tables tintèrent. Tous les regards se tournèrent vers la vitre. Le Gulfstream G650ER, le plus grand, le plus rapide et le plus long courrier des jets d'affaires au monde, roulait lentement vers le terminal privé. Son fuselage blanc perle scintillait sous le soleil hivernal. Les deux moteurs arrière montaient comme les épaules puissantes d'un félin. Le logo discret d'Astronomique, une étoile stylisée, ornait élégamment la dérive haute. À côté, la citation Latitude de Richard ressemblait à un jouet. La porte principale du G650 s'ouvrit dans un sifflement hydraulique. Une échelle en aluminium poli se déplia et toucha l'asphalte avec un claquement discret et coûteux. Deux pilotes en uniforme sombre impeccable descendirent, suivis d'une hôtesse en tailleur gris taillé sur mesure. Richard et Chloé, debout près de leur propre avion, se turent.
Il fixait le G650 bouche bée. Mon Dieu, murmura Chloé, la voix portant sur le tarmac silencieux. Pour qui est celui-là? Il est plus gros que celui des Kardashians. Richard ne répondit pas. Son visage était un masque de confusion et d'envie. Il connaissait les avions. Il savait exactement ce que signifiait cet appareil, 70 millions de dollars. Pouvoir absolu. Le moyen de transport préféré des milliardaires et des chefs d'État. Dans le salon, l'employé revint vers Eleanor. Madame, votre escorte est arrivée pour vous accompagner. Eleanor se tourna. Par l'entrée du hall d'accueil arrivait un homme qu'elle reconnut, le chef de cabinet de Julian Thorne, un Allemand impressionnant nommé Richter. Costume sombre impeccablement coupé, expression polie mais pénétrante. Madame, dit-il en inclinant légèrement la tête. Ravi. Monsieur Thorne s'excuse de son absence. Il est retenu à Singapour. Il vous retrouvera directement à Genève. Nous sommes prêts dès que vous l'êtes. Merci, Herr Richter. Je suis prête, répondit Eleanor. Elle prit son sac en tissu tout simple. Herr Richter désigna les portes vitrées donnant sur le tarmac. Après vous. Eleanor se mit en marche. Tout le salon la regardait. L'homme au Wall Street Journal avait complètement baissé son journal. Son chemin la fit passer juste devant le bar à espresso, où Richard et Chloé revenaient précipitamment. Leur visage était l'image même de l'incrédulité. Richard attrapa le bras de son pilote. Il y a une erreur? Pour qui est cet avion? Le pilote haussa les épaules. Pas d'erreur, monsieur Davenport. C'est le N400AD, le flagship d'Astronomique. Il est ici pour une certaine Madame Elenae. La tête de Richard pivota brusquement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le sang quitta son visage. Il devint blanc comme un linge. Chloé regarda tour à tour Richard et Elena. Elenae? Ricky, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être elle. Elle est personne. Eleanor ne s'arrêta pas. Elle passa devant le bar à espresso, devant les hôtesses médusées, vers la porte. Herr Richter la lui ouvrit. En passant, elle fut à quelques pas de Richard. Il tremblait. Sa façade arrogante était complètement brisée. Elena, balbutia-t-il dans un murmure. Elena, qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Avec qui es-tu ici? Qu'est-ce que tu as fait? Eleanor s'arrêta brièvement, la main sur la porte. Elle le regarda, sans colère, sans pitié. Elle le regarda avec le regard froid et distant d'une scientifique observant une expérience ratée. Je te l'ai dit, Richard. Tu as toujours été nul en maths. Tu pensais avoir toute l'équation. Quoi? De quoi tu parles, murmura-t-il, désespéré. Tu as pris Helio, tu as gardé la marque, les bureaux. Mais l'algorithme qui faisait tout tourner, mon algorithme, avait une protection, Richard. Une porte dérobée que toi et tes avocats surpayés n'avaient jamais trouvée. Les yeux de Richard s'écarquillèrent d'horreur naissante. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, répondit Elena calmement. Le code s'est simplement expiré. La logique centrale était conçue pour se dégrader après 2 ans sans ma clé de maintenance et devenir inutilisable. Voyons voir. Elle se tapota le menton. Il y a environ 6 mois. Exactement quand votre cours a commencé à chuter. Exactement quand Astronomique a retiré son offre de contrat. Ils n'investissent pas dans les vaisseaux fantômes. Elle avait repris les mots exacts de Thorne. La prise de conscience frappa Richard comme un coup physique. Ce n'était pas seulement qu'elle avait réussi, elle était la cause de son échec. Son entreprise n'était pas simplement en difficulté. C'était une coquille vide. Et elle tenait la clé. Il n'allait pas à Aspen conclure une nouvelle levée de fonds. Il était là avec une citation charter pour supplier un petit investisseur de lui accorder un prêt relais, juste pour payer les salaires. Et il allait être refusé. Il était ruiné. Et c'était elle qui l'avait fait. Espèce de... Commença-t-il, la voix épaisse de haine impuissante. Chloé fixait la scène, bouche ouverte. Eleanor ne répondit pas à l'insulte. Elle se détourna simplement et passa la porte. Herr Richter, dit-elle calmement, je voudrais partir maintenant. J'ai un contrat à signer.
Bien sûr, madame est. Par ici. La fraîcheur de l'air de novembre lui frappa le visage. Elle sentait le kérosène et la liberté. Eleanor entra sur le tarmac. Le sol était solide sous ses pieds. Le doux ronronnement de la turbine auxiliaire de la G650R était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. C'était le son de son avenir. Elle marcha vers l'avion, Herr Richter à ses côtés. L'hôtesse attendait en bas de la passerelle et sourit. Bienvenue, madame est. Nous avons votre thé préféré, Silver Needle, et le briefing pour votre vol vers Genève est prêt. Merci, répondit Helena, la voix ferme. Elle posa le pied sur la première marche. Derrière elle, elle entendit un tumulte. Helena, attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu ne peux pas. Richard avait traversé les portes du salon en courant, traversant le tarmac à toute allure. Ses chaussures à $3000 glissaient sur les marquages. Chloé le suivait en criant son nom. Un agent de sécurité du FBO se dirigeait déjà vers lui pour l'arrêter. Helena, s'il te plaît, cria-t-il, la voix pleine de désespoir. On peut arranger ça. On peut redevenir partenaire. Je la quitterai. On peut tout reprendre comme avant. J'ai besoin de toi. Les 3 derniers mots flottèrent dans l'air. Un aveu pathétique et brut. Il avait besoin d'elle. Il avait toujours eu besoin d'elle. Il ne l'avait simplement compris qu'à cet instant. Eleanor s'arrêta sur la passerelle. Elle se retourna et regarda l'homme qui avait détruit sa vie. Il était en ruine. Ses cheveux parfaits étaient en désordre, son visage tacheté et désespéré. L'agent de sécurité le retenait par le bras, mais il tendait encore la main vers elle. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait aimé autrefois, l'homme qui l'avait traité de note de bas de page, et elle ne ressentit rien. Non, ce n'était pas exact. Elle ressentait quelque chose, une libération profonde et définitive. Le fantôme qui l'avait hanté si longtemps avait enfin disparu. Adieu, Richard, dit-elle. Sa voix était douce, mais elle portait loin. C'était un verdict final. Elle se détourna de lui pour toujours. Elle gravit les dernières marches et entra dans la cabine du Gulfstream. L'intérieur était un paradis de cuir crème, de bois sombre poli et de lumière indirecte douce. C'était calme, paisible. L'hôtesse referma la lourde porte. Le verrou se ferma avec un claquement sourd et rassurant. Le bruit du tarmac et les cris désespérés de Richard disparurent complètement. Eleanor s'enfonça dans un siège qui semblait un nuage. L'hôtesse lui tendit une serviette chaude. Nous avons l'autorisation de décollage, madame est. Dans 5 minutes environ, nous serons en l'air. Eleanor hocha la tête et boucla sa ceinture. Elle regarda par le grand hublot ovale. Elle vit Richard, petite silhouette brisée, reconduit par la sécurité vers le salon. Elle vit Chloé, debout près de la citation, les mains devant la bouche. Puis les puissants moteurs Rolls-Royce de la G650R rugirent. L'avion se mit en mouvement, glissant doucement loin du FBO. Il roula vers la piste, s'arrêta un instant, puis accéléra dans un grondement puissant et stupéfiant. Eleanor fut plaquée dans son siège tandis que l'appareil décollait et montait en flèche dans le ciel clair et lumineux. Elle regarda Teterboro, puis le New Jersey, puis tout ce chapitre chaotique et douloureux de son passé devenir de plus en plus petit sous elle, jusqu'à disparaître dans les nuages. Elle volait vers Genève. Elle volait vers son avenir. Et elle était enfin libre. Le Gulfstream G650R ne décollait pas simplement. Il s'élevait. C'était une poussée douce et inexorable contre la gravité, une transition silencieuse et sans vibration de la Terre vers la stratosphère. Eleanor fut doucement pressée dans le cuir crème moelleux. Une sensation si différente du tremblement et des secousses d'un vol commercial. Sous elle, le patchwork du New Jersey se brouilla. Puis disparut sous une couche de nuages blancs immaculés. Le soleil, brillant et non filtré à 12 200 mètres d'altitude, emplissait la cabine d'une lumière claire et parfaite. Pendant les 10 premières minutes, elle ne bougea pas. Elle fixait seulement par le hublot tandis que son pouls ralentissait progressivement. L'image du visage de Richard blême, terrifié, déformé par ses propres cris désespérés, se grava de façon indélébile dans sa mémoire. Elle s'était attendue à ressentir une vague de joie triomphante. Un plaisir enivrant et vengeur. Au lieu de cela, elle ressentit le silence. Un silence profond et résonnant,
comme quand une lourde porte de fer se referme avec un bruit sourd derrière un prisonnier, sur une cellule dont il ne savait même pas qu'il y était enfermé. Madame est. L'hôtesse, une femme élégante au léger accent scandinave, lui sourit. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Nous avons un Dom Pérignon millésime 2008 au frais, ou je peux vous préparer le thé Silver Needle que vous avez demandé. Eleanor baissa les yeux sur son cardigan beige, sur le sac en tissu tout simple à ses pieds. Le thé serait merveilleux. Merci, Kirsten, dit-elle après avoir lu le badge de l'hôtesse. Un instant plus tard, Herr Richter apparut depuis la cabine avant. Il tenait un élégant dossier relié de cuir et s'assit en face d'elle. Ce n'était pas un homme de bavardage. Un bon décollage, constata-t-il factuellement en posant le dossier sur la table polie entre eux. Monsieur Thorne m'a demandé de vous briefer pendant le vol. Il a jugé préférable que vous arriviez préparé. Préparé à quoi exactement? Demanda Eleanor en prenant la fine tasse en porcelaine que Kirsten lui tendait. À l'ampleur de votre nouvelle mission, répondit Richter. Il tapota le dossier. Ce n'est pas une simple acquisition, madame est. C'est une restructuration à l'échelle de l'entreprise. Astronomique n'achète pas seulement Phoenix Systems, nous reconstruisons toute notre division logistique mondiale autour d'elle et autour de vous. Il ouvrit le dossier. La première page montrait un organigramme. Tout en haut, dans un cadre simple et en gras, Julian Thorne. Juste en dessous, un nouveau cadre, Astro Global Dynamics AG. Et dans ce cadre, un seul nom, Elena est directrice. Eleanor retint son souffle. Ce n'était pas un poste de direction intermédiaire. Ce n'était pas une équipe. L'organigramme montrait près de 400 employés sur 3 continents: Hambourg, Singapour, Los Angeles, qui seraient sous ses ordres à partir de 9 h le lendemain matin. C'est. Commença-t-elle. Son esprit tournait à toute vitesse. C'est beaucoup plus vaste que ce que j'avais anticipé. Monsieur Thorne ne fait pas les choses à moitié, répondit Richter, impassible. Il n'achète pas votre travail passé, il investit dans votre potentiel futur. Le package financier que vous avez négocié est bien entendu sécurisé. Il désigna le dossier. Mais ceci est le vrai travail. Il tourna une page. C'était une proposition budgétaire. Les chiffres étaient si élevés qu'ils semblaient être des erreurs de frappe. Le seul budget RD dépassait la valorisation maximale d'Helio AI à son apogée. Votre première directive, poursuivit Richter, est d'intégrer votre plateforme Phoenix dans notre infrastructure existante. Monsieur Thorne a approuvé une modernisation complète des serveurs. Vous avez carte blanche. Vous choisissez le matériel, l'équipe, le calendrier. Le système doit être pleinement opérationnel dans 6 mois. Le conseil suivra votre progression. Eleanor s'adossa, point la chaleur de la tasse se diffusa dans ses mains froides. La peur qui l'avait brièvement envahi fut remplacée par un bourdonnement électrique familier. C'était la sensation qu'elle avait toujours eue face à une équation impossible, un problème complexe qui attendait d'être résolu. Elle n'était pas intimidée. Elle avait faim. Le calendrier est trop long, dit-elle. Sa voix était tranchante et claire. Richter haussa un sourcil. Pardon? 6 mois, c'est trop long. Le code est stable. La faiblesse n'est pas dans la plateforme, mais dans l'intégration. Si j'obtiens le budget indiqué ici et un accès administratif total, je peux intégrer le système cœur en 90 jours et le mettre en production. Nous pourrions commencer les tests bêta avant la fin de l'année. Elle marqua une pause. J'aurai cependant besoin d'une équipe Red Team de votre cybersécurité pour tenter de le cracker. Richter la fixa longuement en silence. Le masque poli et professionnel céda brièvement à une expression sincère de respect. Je vois, dit-il lentement. Monsieur Thorne avait raison à votre sujet. Et l'équipe, poursuivit Elena en feuilletant les dossiers du personnel. Ces chefs de département à Hambourg et Singapour, leur expérience logistique repose sur des modèles obsolètes. Ils résisteront. Je dois d'abord aller à Hambourg, puis à Singapour. Je dois être sur place avec mes ingénieurs. Une visioconférence ne suffira pas. Richter sourit légèrement. Monsieur Thorne l'avait anticipé. Le G650 est à votre disposition, directrice. Votre planning de voyage sera coordonné par mon bureau. Le titre la frappa avec un poids solide et tangible. C'était réel.
Le reste du vol de 7 heures se déroula dans un tourbillon de travail concentré. Kirsten leur apporta un repas de Saint-Jacques poêlé et risotto pendant qu'Elena examinait un schéma complexe de flux de données. En un seul vol transatlantique, elle était passée d'ex-épouse à directrice générale. Quand elle referma enfin le dossier, le soleil se couchait devant eux, striant le ciel de pourpre et d'orange violent. Elle avait complètement oublié Richard. Ils atterrirent peu après 22 heures locale à Genève. Le vol fut aussi doux que le décollage. Quand Eleanor regarda par le hublot, les lumières de la ville scintillaient autour de la surface sombre et calme du lac Léman. Il n'y avait pas de terminal. Le jet roula jusqu'à un hangar privé silencieux, où attendait une Mercedes-Maybach S-Classe noire, moteur ronronnant doucement. « Monsieur Thorne vous attend déjà au siège », dit Richter en la conduisant directement de la passerelle à la banquette arrière de la limousine. L'air était froid, clair, avec une légère odeur de pain. Le trajet se fit en silence. Elena regarda défiler la ville ancienne et sans défaut. Dans la poche du siège avant, une tablette affichait les actualités internationales. Un titre du Financial Times attira son regard, Elio Ai en chute libre. Le PDG d'Avenport en crise de confiance. Elle tapa dessus. L'article était court et impitoyable. La cotation de l'action avait été suspendue après une chute de 68% en une seule journée. Des rumeurs de panne système catastrophique, combinées à la perte d'un important contrat potentiel apparemment avec le conglomérat astronomique, avaient détruit la valeur de l'entreprise. Les analystes reposaient des questions longtemps oubliées sur la technologie de base, que beaucoup croyaient provenir de la cofondatrice Elena Ai, partie il y a des années. Le PDG Richard Davenport n'était pas joignable pour commenter. Eleanor éteignit la tablette. C'était terminé. L'équation était équilibrée. Il n'y avait pas de joie, seulement une finalité logique et calme. Le siège d'Astronomique était une tour aux arêtes vives en verre sombre et acier, dressée directement sur la rive du lac. Un bâtiment qui dégageait le pouvoir. On ne la fit pas attendre dans un salon, on la conduisit directement au dernier étage. Le bureau était immense, une étendue minimaliste de pierre et de verre donnant sur toute la ville. Julian Thorne se leva derrière un bureau massif et vide. Il était tel qu'elle se le rappelait, impressionnant. Puis la colle roulée noir simple, pantalon gris, mais il dominait complètement l'espace. « Madame est, dit-il, sa voix grave et rauque. « Bon vol ?»« Productif, » répondit Elena en serrant la main qu'il lui tendait. Sa poigne était ferme. « Richter m'a dit que vous pensez pouvoir réduire notre calendrier de 3 mois. »« Je sais que je peux le faire, » répondit-elle. « Bien. » Thorne désigna le bureau. Un unique document épais et un stylo y étaient posés. « Nos avocats sont présents, mais je les trouve fatigants. Je résume. » Il désigna le document. « Ceci vous donne le contrôle total de la division Astroglobal Dynamics. Votre rémunération est telle que convenue. Votre budget est tel qu'indiqué. Votre autorité n'est inférieure qu'à la mienne. Vous réussirez par vos propres mérites ou vous échouerez. Je n'accepte aucune excuse et je ne récompense pas l'échec. Je récompense les résultats. Sommes-nous clairs ? C'était un monde totalement différent de celui de Richard avec son tape à accent grave-l'œil, ses succès volés, ses promesses vides de vision. Ici, c'était clair, froid et exaltant, une méritocratie dans sa forme la plus pure. Parfaitement, Monsieur Thorne, répondit Elena. Elle prit le stylo au lourd, en métal noir froid. Elle trouva la ligne pour la signature, Elena Ai. Elle signa son nom. Son écriture, autrefois petite et précise, paraissait maintenant puissante. L'encre coula sombre et dense sur le papier épais. Excellent, dit Thorne. Il ne sourit pas, il hocha simplement la tête. Le contrat est conclu. Bienvenue chez Astronomique, directrice Ai. Il appuya sur l'interphone. Richter, conduisez la directrice Ai à ses appartements. Faites en sorte que notre tailleur la rencontre demain matin et libérez mon agenda pour 9 heures. Je veux être présent à sa première réunion. Oui, monsieur. Richter se tourna vers Elena. Par ici, directrice. En suivant Richter vers la sortie, Eleanor s'arrêta à la porte et regarda son reflet dans la vitre sombre. Elle vit une femme en cardigan beige pratique et usé, cheveux simplement attachés, visage pâle de fatigue. Mais ses yeux étaient différents. Ils étaient vifs, concentrés, totalement dépourvus de peur.
Thorne parla une dernière fois sans se retourner. Ah, et directrice. Oui, monsieur Thorne. Ce cardigan, brûlez-le. Vous n'êtes pas une note de bas de page. Vous êtes celle qui écrit le livre. Eleanor hocha la tête. Un petit sourire déterminé effleura ses lèvres pour la première fois. Ce sera fait. Elle quitta le bureau. Les lourdes portes se refermèrent derrière elle. Non sur une nouvelle vie, mais sur une vie qu'elle revendiquait enfin entièrement pour elle-même. Le travail ne faisait que commencer. L'histoire d'Elena ne parle pas seulement du jet. Elle parle du silence, du travail silencieux, de la douleur silencieuse et de la force silencieuse qui naît quand personne ne regarde. Elle a prouvé que le succès ne dépend pas du bruit qu'on fait, ni de la gloire qu'on réclame. Il dépend du socle qu'on construit. Le monde et les gens qui le composent peuvent essayer de vous dire que vous n'êtes qu'une note de bas de page. Ils peuvent se moquer de vous depuis leurs petits avions. Mais l'avenir appartient à ceux qui, comme Elena, ont le courage de se fabriquer leurs propres ailes. Que pensez-vous du fabuleux retour d'Elena? Croyez-vous à une forme de karma, à l'idée que le vrai talent et le travail acharné finissent toujours par triompher? Partagez vos pensées en commentaire.